Le crime d'Orcival, partie 8, chapitre 16. Lorsqu'il parlait à Miss Fancy d'un mariage conclu, le comte de Trémorel ne mentait qu'à demi. Il était, en effet, question pour lui d'un mariage, et si les choses n'étaient pas aussi avancées qu'il lui plaisait de le dire, au moins les préliminaires faisaient-ils prévoir une prompte et favorable issue. L'idée venait de Sauvrezy, plus que jamais désireux de compléter son œuvre de sauvetage et de restauration. Un soir, il y avait de cela un peu plus d'un mois, il avait, après le dîner, entraîné Trémorel dans son cabinet. « Accorde-moi, lui avait-il dit, un quart d'heure d'attention, et, surtout, ne me réponds pas à l'étourdi. Les propositions que je vais te faire méritent les plus sérieuses réflexions. » Va, je sais être sérieux quand il le faut. Commençons donc par la liquidation. Elle n'est pas terminée encore, mais elle est assez avancée pour qu'on puisse prédire les résultats. J'ai, dès aujourd'hui, la certitude qu'il te restera de 300 à 400 000 francs. Jamais, en ses rêves les plus optimistes, Hector n'avait osé espérer un tel succès. « Mais je vais être riche !» s'écria-t-il joyeusement. « Riche, non, mais bien au-dessus du besoin. Et maintenant il est, je crois, un moyen de reconquérir la position que tu as perdue. »« Un moyen ? Lequel, bon Dieu ?» Sauvrezy fut un moment à répondre. Il cherchait les yeux de son ami pour se rendre bien compte de l'impression que sa proposition allait produire. « Il faut te marier, » dit-il enfin. L'ouverture parut surprendre Trémorel, mais non désagréablement. « Me marier, » répondit-il. « Le conseil est plus aisé à donner qu'à suivre. »« Pardon, tu devrais savoir que je ne parle jamais à la légère. Que dirais-tu d'une jeune fille appartenant à une famille honorable, jeune, jolie, bien élevée, si charmante qu'après ma femme, je n'en connais pas de plus charmante, et qui t'apporterait 1 million de dot ? Ah, mon ami, je dirais que je l'adore. Et tu connais cet ange ? Oui, et toi aussi, car l'ange est mademoiselle Laurence Courtois. À ce nom, la figure radieuse d'Hector s'assombrit, et il eut un geste de découragement. Jamais, répondit-il. Jamais, monsieur Courtois, cet ancien négociant, positif comme un chiffre, ce fils de ses œuvres, pour parler comme lui, ne consentira à donner sa fille à un homme assez fou pour avoir gaspillé sa fortune. Le châtelain du Valfeuillu haussa les épaules. Voilà bien, répliqua-t-il, l'homme qui a des yeux pour ne pas voir. Sache donc que ce Courtois, que tu dis si positif, est tout bonnement le plus romanesque des hommes, comme un ambitieux qu'il est. Donner sa fille au comte Hector de Trémorel, le cousin du duc de Semblemeuse, l'allié des Comarins d'Arlange, lui semblerait une spéculation superbe, alors même que tu n'aurais pas le sou. Que ne ferait-il pas pour se procurer cette rare et délicate jouissance de pouvoir dire à pleine bouche « Monsieur le comte, mon gendre » ou « Ma fille, madame la comtesse Hector » et tu n'es plus ruiné. Tu as ou tu vas avoir 20 000 francs de rente qui, ajoutés à 2 livres de parchemin que tu possèdes, valent bien 1 million. Hector se taisait. Il avait cru sa vie finie, et voilà que tout à coup, de magnifiques perspectives se déroulaient devant lui. Il allait donc pouvoir se dérober à l'humiliante tutelle de son ami. Il serait libre, riche, il aurait une femme supérieure, à son avis, à Berthe. Son train de maison écraserait celui de Sauvrezy. Car l'image de Berthe traversa son esprit, et il songea qu'ainsi il échappait à cette maîtresse si belle, si aimante, mais altière, mais envahissante, dont les exigences et la domination commençaient à lui peser. « Je t'affirme, répondit-il sérieusement à son ami, que j'ai toujours considéré monsieur Courtois comme un homme excellent et des plus honorables.
et mademoiselle Laurence me paraît une de ces personnes accomplies qu'on serait encore heureux d'épouser sans dot. Tant mieux, mon cher Hector, tant mieux, car il est à ce mariage une condition que je te crois, d'ailleurs, fort capable de remplir. Avant tout, il faut plaire à Laurence. Son père l'adore, et il ne la donnerait pas, j'en suis sûr, à un homme qu'elle n'aurait pas choisi. Sois tranquille, répondit Hector avec un geste triomphant. Elle m'aimera. Et, dès le lendemain, en effet, il prit ses mesures pour rencontrer M. Courtois, qui l'emmena visiter des poulains qu'il venait d'acheter et qui finit par l'inviter à dîner. Pour Laurence, le comte de Trémorel déploya toutes ses séductions, superficielles, il est vrai, et de mauvais aloi, mais si brillantes, si habiles, qu'elles devaient surprendre, éblouir et charmer une jeune fille. Bientôt, dans la maison du maire d'Orcival, on ne jura plus que par ce cher comte de Trémorel. Il n'y avait rien encore d'officiel. Il n'y avait eu ni une ouverture, ni une démarche, ni même une allusion. Et pourtant, M. Courtois comptait bien qu'Hector, un de ces jours, lui demanderait la main de sa fille. Et il se réjouissait d'autant plus de répondre « oui » qu'il pensait bien que Laurence ne dirait pas « non ». Et Berthe ne se doutait de rien. Berthe, lorsqu'un danger si grand menaçait ce qu'elle appelait son bonheur, en était encore à s'inquiéter de Miss Jenny Fancy. C'est après une soirée chez M. Courtois, soirée pendant laquelle le prudent Hector n'avait pas quitté une table de whist, que Sauvrezis se décida à parler à sa femme de ce mariage dont il se proposait de lui faire une agréable surprise. Elle pâlit dès les premiers mots. Si grande fut son émotion, que sentant qu'elle allait se trahir, elle n'eut que le temps de se jeter dans son cabinet de toilette. Tranquillement assis dans un des fauteuils de la chambre à coucher, Sauvrezis continuait à exposer les avantages considérables de ce mariage, haussant la voix pour que sa femme l'entendît de la pièce voisine. « Vois-tu d'ici, disait-il, notre ami a la tête de 60 000 livres de rente. Nous lui dénicherons quelques propriétés à notre porte, et nous le verrons tous les jours, ainsi que sa femme. Ce sera pour nous une société très agréable et précieuse pour nos soirées d'automne. Hector est en somme un brave et digne garçon, et Laurence, tu me l'as dit 100 fois, est charmante. » Berthe ne répondait pas. Si terrible était ce coup inattendu qu'elle n'y voyait plus clair dans le désordre épouvantable de ses pensées. « Tu ne dis rien ?» poursuivait Sauvrezis. « Est-ce que tu n'approuves pas mon projet ? Je pensais que tu serais enchantée. » Elle comprit que si elle gardait plus longtemps le silence, son mari viendrait. Il la verrait, affaissée sur une chaise. Il devinerait tout. Elle fit donc un effort, et d'une voix étranglée, sans attacher aucun sens aux mots qu'elle prononçait, elle répondit. « Oui, oui, c'est une idée excellente. » « Comme tu dis cela, fit Sauvrezis, verrais-tu des objections ?» Justement, elle en cherchait, des objections, et n'en apercevait pas de raisonnables qu'elle pût mettre en avant. « Je tremble un peu pour l'avenir de Laurence, dit-elle enfin. « Bah, et pourquoi ? Je ne parle que d'après toi. Monsieur de Trémorel a été, m'as-tu dit, un libertin, un joueur, un prodigue. Raison de plus pour avoir confiance en lui. Ses folies passées garantissent sa sagesse future. Il a reçu une leçon qu'il n'oubliera jamais. D'ailleurs, il aimera sa femme. Qu'en sais-tu ? Dame, il l'aime déjà. Qui te l'a dit ? Lui-même. Et Sauvrezis se mit à plaisanter la belle passion d'Hector qui tournait, assurait-il, à la bergerade. Croirais-tu, disait-il en riant, qu'il en est à trouver ce brave Courtois amusant et spirituel ? Ah, les amoureux chaussent de singulières lunettes. Il passe avec lui tous les jours 2 ou 3 heures à la mairie. Mais que diable fais-tu dans ce cabinet ? M'entends-tu ? Au prix d'efforts surhumains, Berthe avait réussi à dominer son trouble affreux. Elle reparut, la physionomie presque souriante.
Elle allait et venait, calme en apparence, déchirée par les pires angoisses qu'une femme puisse endurer. Et ne pouvoir courir à Hector pour savoir, de sa bouche, la vérité. Car Sauverzy devait mentir. Il la trompait. Pourquoi ? Elle n'en savait rien. N'importe. Et elle sentait son aversion pour lui redoubler jusqu'au dégoût. Car elle excusait son amant, elle le pardonnait, et c'est à son mari seul qu'elle s'en prenait. Qui avait eu l'idée de ce mariage ? Lui. Qui avait éveillé les espérances d'Hector, qui les encourageait ? Lui. Toujours lui. Ah, tant qu'il était resté inoffensif, elle avait pu lui pardonner de l'avoir épousé. Elle se contraignait à le subir, elle se résignait à feindre un amour bien loin de son cœur. Mais voici qu'il devenait nuisible. Supporterait-elle que, bêtement, par caprice, il rompît une liaison qui était sa vie à elle ? Après l'avoir traîné comme un boulet, allait-elle le trouver en travers de son bonheur ? Elle ne ferma pas l'œil. Elle eut une de ces nuits horribles pendant lesquelles se conçoivent les crimes. Ce n'est qu'après le déjeuner, le lendemain, qu'elle put se trouver seule avec Hector dans la salle de billard. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. L'expression de son visage était si atroce qu'il eut peur. Il balbutia. « Vrai quoi ? » ?»« Votre mariage. » Il se tut d'abord, se demandant s'il devait accepter l'explication ou l'esquiver. Enfin, froissé du ton impérieux de Berthe, il répondit. « Oui. » Cette réponse la foudroya. Jusqu'alors, elle avait eu une lueur d'espoir. Elle pensait que, dans tous les cas, il chercherait à la rassurer, à la tromper. Il est des circonstances où le mensonge est un suprême hommage. Mais non, il avouait. Et elle restait anéantie, les expressions manquant à ses sensations. Alors, Trémorel bien vite se mit à lui exposer les motifs de sa conduite. Pouvait-il habiter éternellement le Val-Feuillu ? Avec ses goûts et ses habitudes, que ferait-il de 15 000 livres de rente ? À 30 ans, il est temps ou jamais de songer à l'avenir. Monsieur Courtois a donné 1 million à sa fille, et, à sa mort, on recueillerait une somme plus considérable encore. Fallait-il laisser échapper cette occasion unique ? Certes, il se souciait fort peu de Laurence. La dot seule le décidait. Et il se faisait ignoble et bas à plaisir, se calomniant, jurant que ce mariage n'était qu'une affaire, un marché, qu'il échangeait simplement son nom et son titre contre de l'argent. Berthe l'arrêta d'un regard écrasant de mépris. « Épargnez-vous d'autres lâchetés, dit-elle. Vous aimez Laurence. » Il voulut protester. Il se révoltait. « Assez, reprit Berthe. Une autre femme vous ferait des reproches. Moi, je vous déclare simplement que le mariage ne se fera pas. Je ne le veux pas. Croyez-moi, renoncez-y franchement. Ne me forcez pas à agir. » Elle se retira, fermant la porte avec violence, laissant Hector furieux. « Comme elle me traite, se disait-il, une reine ne parlerait pas autrement à un manant qu'elle aurait élevé jusqu'à elle. Ah, elle ne veut pas que j'épouse Laurence. » Mais, avec le sang-froid, les réflexions les plus inquiétantes lui venaient. S'il s'obstinait à poursuivre ce mariage, Berthe ne mettrait-elle pas ses menaces à exécution ? Si, évidemment. C'était, il ne le sentait que trop, une de ces femmes qui ne reculent jamais, que rien ne touche, que nulle considération humaine n'est capable d'arrêter. Quant à ce qu'elle ferait, il le devinait. Ou plutôt, il le savait, d'après ce qu'elle lui avait dit une fois, dans une grande querelle, à propos de Miss Fancy. « Et j'irai tout avouer à Sauverzy, et nous serons plus liés par la honte que par toutes les formules de l'Église et de la mairie. » Voilà certainement le moyen qu'elle comptait employer pour rompre ce mariage qui lui semblait odieux. Et, à l'idée que son ami saurait tout, le comte de Trémorel frissonnait. Que fera-t-il, pensait Hector, si Berthe lui dit tout ?
Il tâchera de me tuer roide. C'est ainsi que j'agirai à sa place. Supposons qu'il me manque. Me voilà obligé de me battre en duel avec lui, et forcé, si je m'en tire, de quitter le pays. Et quoi qu'il arrive, mon mariage est irrévocablement rompu, et Berthe me retombe sur les bras pour l'éternité. En vain il réfléchissait. Il ne voyait nulle issue à l'horrible situation qu'il s'était faite. Il faut attendre, s'était-il dit. Et il attendait, se cachant pour aller chez M. Courtois, car il aimait vraiment Laurence. Il attendait, dévoré d'anxiété, se débattant entre les instances de Sauvrezy et les menaces de Berthe. Comme il la détestait, cette femme qui le tenait, dont la volonté le faisait plier comme l'osier. Rien ne pouvait ébranler son entêtement féroce. Elle n'était sensible qu'à son idée fixe. Il avait pensé qu'il lui serait agréable en congédiant Jenny. Erreur. Lorsque le soir de la rupture, il lui dit « Berthe, je ne reverrai de ma vie Miss Fancy ». Elle lui répondit ironiquement « Mademoiselle Courtois vous en sera fort reconnaissante ». Ce soir-là même, Sauvrezy, traversant la cour, vit devant la grille un mendiant qui lui faisait des signes. Il s'approcha. « Que demandez-vous, mon brave homme ?» Le mendiant jeta autour de lui un coup d'œil pour s'assurer que personne ne l'épiait. « Je suis chargé, monsieur, répondit-il rapidement et à voix basse, de vous faire tenir un mot d'écrit que j'ai là. On m'a bien recommandé de ne le remettre qu'à vous, et encore en vous priant de le lire sans être vu. » Et il glissait mystérieusement dans la main de Sauvrezy un billet soigneusement cacheté. « Ça vient d'une jolie dame, » ajouta-t-il en clignant de l'œil. « On connaît ça. » Sauvrezy, le dos tourné à la maison, avait ouvert le billet et lisait. « Monsieur, vous rendrez un immense service à une pauvre fille, bien malheureuse, en prenant la peine de venir demain jusqu'à Corbeil, à l'hôtel de la Belle Image, où on vous attendra toute la journée. Votre humble servante, Jenny Fancy. » Il y avait encore en post-scriptum « De grâce, monsieur, je vous en conjure, pas un mot de ma démarche à monsieur le comte de Trémorel. » « Eh, pensa Sauvrezy, il y a de la brouille dans le ménage illégitime de ce cher Hector. C'est bon signe pour le mariage. »« Monsieur, insista le mendiant, on m'a dit qu'il y avait une réponse. »« Dites, répondit Sauvrezy en lui jetant une pièce de 40 sous. Dites que j'irai. Chapitre 17. Le lendemain, le temps était froid et humide. Il faisait un brouillard si épais qu'on ne distinguait pas les objets à 10 pas devant soi. Cependant, à l'issue du déjeuner, Sauvrezy prit son fusil et siffla ses chiens. « Je vais faire un tour dans les bois de Mauprévoir, dit-il. »« Singulière idée, remarqua Hector. Une fois sous bois, tu ne verras seulement pas le bout du canon de ton fusil. Que m'importe, pourvu que j'aperçoive quelques faisans. » Ce n'était qu'un prétexte, car en sortant du Val-Feuillu, Sauvrezy prit à droite la route de Corbeil, et une demi-heure plus tard, fidèle à sa promesse, il entrait à l'hôtel de la Belle Image. Miss Fancy l'attendait dans cette grande chambre à 2 lits qu'on lui réservait toujours depuis qu'elle était une des bonnes clientes de l'hôtel. Ses yeux étaient rouges de larmes récentes, elle était fort pâle et son teint marbré annonçait bien qu'elle ne s'était pas couchée. Sur la table, près de la cheminée où brûlait un grand feu, se trouvait encore son déjeuner auquel elle n'avait pas touché. Lorsque Sauvrezy entra, elle se leva pour aller à sa rencontre, lui tendant amicalement la main. « Merci, lui disait-elle. « Merci d'être venu. Ah, vous êtes bon, vous. » Jenny n'était qu'une fille, et Sauvrezy détestait les filles. Pourtant, sa douleur était si évidente et semblait si profonde qu'il fut sincèrement ému. « Vous souffrez, madame ?» demanda-t-il. « Oh oui, monsieur,
Oui, cruellement. Les larmes l'étouffaient. Elle cachait sa figure sous son mouchoir. J'avais deviné, pensait Sauvrezis. Hector lui a signifié son congé. À moi, maintenant, de panser délicatement la blessure, tout en rendant un raccommodement impossible. Et comme Fancy pleurait toujours, il lui prit les mains, et doucement, bien que malgré elle, il lui découvrit le visage. « Du courage, lui disait-il, du courage. » Elle leva sur lui ses grands yeux noyés, auxquels la douleur donnait une ravissante expression. « Vous savez donc ? Interrogea-t-elle. « Je ne sais rien, car sur votre prière, je n'ai rien demandé à Trémorel, mais je devine. »« Il ne veut plus me revoir, » fit douloureusement Miss Fancy. « Il me chasse. » Sauvrezis fit appel à toute son éloquence. Le moment était venu d'être à la fois persuasif et banal, paternel mais ferme. Il traîna une chaise près de Miss Fancy et s'assit. « Voyons, mon enfant, poursuivit-il, soyez forte, sachez vous résigner. Hélas, votre liaison a le tort de toutes les liaisons semblables, que le caprice noue, que la nécessité rompt. On n'est pas éternellement jeune. Une heure sonne dans la vie où, bon gré mal gré, il faut écouter la voix impérieuse de la raison. Hector ne vous chasse pas, vous le savez bien, mais il comprend la nécessité d'assurer son avenir, d'asseoir son existence sur les bases plus solides de la famille. Il sent le besoin d'un intérieur. » Miss Fancy ne pleurait plus. Le naturel reprenait le dessus, et ses larmes s'étaient séchées au feu de la colère qui lui revenait. Elle s'était levée, renversant sa chaise, et elle allait et venait par la chambre, incapable de rester en place. « Vous croyez cela, monsieur, disait-elle. Vous croyez qu'Hector s'inquiète de l'avenir? On voit bien que vous ne savez rien de son caractère. Lui, songer à un intérieur, à une famille. Il n'a jamais pensé et ne pensera jamais qu'à lui. Est-ce que, s'il avait eu du cœur, il serait allé se pendre à vos crocs comme il l'a fait? N'avait-il donc pas 2 bras pour gagner son pain et le mien? J'avais honte, moi qui vous parle, de lui demander de l'argent, sachant que ce qu'il me donnait venait de vous. Mais il est mon ami, ma chère enfant. Agiriez-vous comme lui? Sauvrezis ne savait vraiment que répondre. Embarrassée par la logique de cette fille du peuple, jugeant son amant comme on juge dans le peuple, brutalement, sans souci des conventions imaginées dans la bonne compagnie. « Ah, je le connais, moi, » poursuivait Jenny, s'exaltant à mesure que se présentaient ses souvenirs. « Il ne m'a pas trompée qu'une fois, le matin où il est venu m'annoncer qu'il allait se détruire. J'ai été assez bête pour le croire mort, et pleurer. Lui, se tuer? Allons donc, il a bien trop peur de se faire mal. Il est bien trop lâche. Oui, je l'aime, oui, c'est plus fort que moi, mais je ne l'estime pas. C'est notre sort, à nous autres, de ne pouvoir aimer que des hommes que nous méprisons. » On devait entendre Jenny de toutes les pièces voisines, car elle parlait à pleine voix, gesticulant et parfois donnant sur la table un coup de poing qui secouait les bouteilles et les verres. Et Sauvrezis s'inquiétait un peu de ce que penseraient les gens de l'hôtel qui le connaissaient, qui l'avaient vu entrer. Il commençait à regretter d'être venu et faisait tous ses efforts pour calmer Miss Fancy. « Mais Hector ne vous abandonne pas, » répétait-il. « Hector vous assurera une petite position. » « Eh, je me moque bien de sa position. Est-ce que j'ai besoin de lui? Tant que j'aurai 10 doigts et de bons yeux, je ne serai pas à la merci d'un homme. Il m'a fait changer de nom. Il a voulu m'habituer aux grandeurs, la belle affaire. Il n'y a plus, aujourd'hui, ni Miss Fancy, ni opulence. Mais il y a encore Pélagie qui se charge de gagner ses 50 sous par jour sans se gêner. »« Non, » essayait Sauvrezis, « vous n'aurez plus besoin… » »« De quoi? De travailler? Mais cela me plaît, à moi. Je ne suis pas une feignante. Tiens,
Je reprendrai mon existence d'autrefois. Pensez-vous que j'étais bien malheureuse? Je déjeunais d'1 sou de pain et d'1 sou de frites, et je n'en étais pas moins fraîche. Le dimanche, on me conduisait dîner au Turc pour 30 sous. C'est là qu'on s'amuse. J'y ai plus ri en une seule soirée que depuis des années que je connais Trémorel. Elle ne pleurait plus. Elle n'était plus en colère. Elle riait. Elle pensait aux cornettes frites et au dîner du Turc. Sauvresi était stupéfait. Il n'avait pas idée de cette nature parisienne, détestable et excellente, mobile à l'excès, nerveuse, toute de transition, qui pleure et rit, caresse et frappe dans la même minute, qu'une fugitive idée qui passe entraîne à 100 lieues des sensations présentes. Donc, conclut Jenny, devenue plus calme, je me moque d'Hector. Elle venait de dire précisément le contraire, et l'oubliait. Je me soucie de lui comme de l'an 8, mais je ne souffrirai pas qu'il m'abandonne ainsi. Non, il ne sera pas dit qu'il m'aura quittée pour une autre maîtresse. Je ne le veux pas. Miss Fancy était de ces femmes qui ne raisonnent pas, qui sentent, avec lesquelles discuter est folie, car toujours, en dépit des plus victorieux arguments, leur idée fixe se représente, comme un bouchon qui, enfoncé dans une bouteille, revient toujours, quoi qu'on fasse, aussitôt qu'on verse. Tout en se demandant pourquoi elle l'avait fait venir, Sauvresi se disait que le rôle qu'il s'était proposé tout d'abord serait difficile à remplir, mais il était patient. « Je vois, ma chère enfant, recommença-t-il, que vous ne m'avez ni compris ni même écouté. Je vous l'ai dit, Hector a un mariage en vue. »« Lui ?» répondit Fancy, avec un de ces gestes ironiques du boulevard, qui sont l'argot du geste. « Lui, se marier ?» Elle réfléchit un moment et ajouta. « Si c'était vrai, pourtant. »« Je vous l'affirme, » prononça Sauvresi. « Non, » s'écria Jenny. « Non, 1000 fois non. Ce n'est pas possible. Il a une maîtresse, je le sais, j'en suis sûre. J'ai des preuves. » Un sourire de Sauvresi triompha d'une hésitation qui l'avait arrêtée. « Qu'est-ce donc alors, » reprit-elle avec violence, « que cette lettre que j'ai trouvée dans sa poche, il y a plus de 6 mois? Elle n'est pas signée, c'est vrai, mais elle ne peut venir que d'une femme. »« Une lettre ? » ?»« Oui, et qui ne laisse pas de doute. » « Vous vous demandez comment je ne lui en ai pas parlé ? » ?»« Ah, voilà, je n'ai pas osé. Je l'aime, j'ai été lâche. Je me suis dit, si je parle, et que vraiment, il aime l'autre, c'est fini, je le perds. Entre le partage et l'abandon, j'ai choisi un partage ignoble. Et je me suis tue. Je me résignais à l'humiliation. Je me cachais pour pleurer. Je l'embrassais d'un air riant, pendant que, sur son front, je cherchais la place des baisers de l'autre. Je me disais, il me reviendra. Pauvre folle. Et je ne le disputerai pas à cette femme qui m'a tant fait souffrir. Eh, mon enfant, que voulez-vous faire? Moi? Je n'en sais rien. Tout. Je n'ai rien dit de cette lettre, mais je l'ai gardée. C'est mon arme à moi. Je m'en servirai. Quand je le voudrais bien, je saurai de qui elle est. Et alors? Vous forcerez Trémorel, si bien disposé pour vous, à user de moyens violents. Lui? Que peut-il contre moi? Je m'attacherai à lui, je le suivrai comme son ombre. J'irai partout crier le nom de l'autre. Il me fera jeter à Saint-Lazare? On en sort. J'inventerai contre lui les plus horribles calomnies. On ne me croira pas sur le moment. Il en restera toujours quelque chose plus tard. Je n'ai rien à craindre, moi. Je n'ai ni parents, ni amis, ni personne au monde qui se soucie de moi. Voilà ce que c'est que de prendre ses maîtresses dans la rue. Je suis tombée si bas que je le défie de me pousser plus bas encore. Ainsi, tenez, monsieur, vous êtes son ami. Croyez-moi. Conseillez-lui de me revenir. Sauvresi ne laissait pas que d'être effrayé. Il sentait vivement tout ce que les menaces de Jenny avaient de réel. Il est des persécutions contre lesquelles la loi est absolument désarmée. Et quand même, à frapper dans la boue, on s'éclabousse toujours plus ou moins.
Mais il dissimula la frayeur sous l'air le plus paternel qu'il put prendre. « Écoutez, ma chère enfant, reprit-il, si je vous donne ma parole, vous m'entendez bien ? Ma parole d'honneur de vous dire la vérité, me croirez-vous ? Elle hésita une seconde et dit « Oui, vous avez de l'honneur, vous. Je vous croirai. » Alors, je vous jure que Trémorel espère épouser une jeune fille, immensément riche, dont la dot assure son avenir. Il vous le dit. Il vous le fait croire. Dans quel but ? Je vous affirme que depuis qu'il est au Valfeuillu, il ne peut avoir eu d'autre maîtresse que vous. Il vit dans ma maison, comme mon frère, entre ma femme et moi, et je pourrais dire l'emploi de toutes les heures de ses journées aussi bien que des miennes. Miss Fancy ouvrait la bouche pour répondre, mais une de ces réflexions soudaines qui changent les déterminations les plus arrêtées glaça la parole sur ses lèvres. Elle se tut et devint fort rouge, regardant Sauvrezy avec une expression indéfinissable. Lui ne l'observait pas. Il était agité d'un de ces mouvements de curiosité puérile, sans but précis, qu'on ne s'explique pas et qui n'en sont pas moins pressants. Cette preuve dont parlait Jenny l'intriguait. « Cependant, dit-il, si vous vouliez me montrer cette fameuse lettre. » Elle ressentit à ces mots comme une commotion électrique. « À vous, fit-elle frissonnante. À vous, monsieur, jamais. » On dort. Le tonnerre gronde. L'orage éclate sans que le sommeil soit troublé. Puis, tout à coup, à un certain moment, l'imperceptible vibration de l'aile de l'insecte qui passe éveille. Le frisson de Fancy fut pour Sauvrezy cette vibration à peine saisissable. L'éclair sinistre du doute illumina son âme. C'en était fait de sa sécurité, de son bonheur, de son repos, de sa vie. Il se redressa, l'œil étincelant, les lèvres tremblantes. « Donnez-moi cette lettre, » dit-il d'un ton impérieux. Jenny eut une telle frayeur qu'elle recula de 3 pas. Elle dissimulait tant bien que mal ses impressions, même elle essayait de sourire, de tourner la chose en plaisanterie. « Pas aujourd'hui, » répondit-elle, « une autre fois. Vous êtes trop curieux. » Mais la colère de Sauvrezy grandissait, terrible, effrayante. Il était devenu pourpre, comme s'il eût été sur le point d'être frappé d'un coup de sang, et il répétait d'une voix à peine distincte « Cette lettre, je veux cette lettre. » « Impossible !» bégayait Fancy. « Impossible !» Et, se raccrochant à une inspiration suprême, elle ajouta « D'ailleurs, je ne l'ai pas ici. »« Où est-elle ? » ?»« Chez moi, à Paris. »« Partons alors, venez. » Elle se sentait prise. Et elle ne trouvait, elle si fine, elle si rouée, comme elle se plaisait à le dire, ni une ruse, ni un expédient. Il lui était bien facile, cependant, de suivre Sauvrezy, d'endormir ses soupçons à force de gaieté, puis, une fois dans les rues de Paris, de le perdre, de s'esquiver. Non, elle ne songeait pas à cela, elle ne songeait qu'à fuir vite, sur le champ. Elle crut qu'elle aurait le temps de gagner la porte, de l'ouvrir, de se jeter dans les escaliers. Elle se précipita. D'un bond, Sauvrezy fut sur elle, refermant la porte déjà entr'ouverte, d'un coup de pied qui ébranla les cloisons. « Misérable femme !» disait-il d'une voix rauque et sourde. « Misérable créature, tu veux donc que je t'écrase ?» D'un mouvement terrible, la repoussant, il la lança dans un fauteuil. Puis, donnant un double tour à la porte, il mit la clé dans sa poche. « Maintenant, » reprit-il, revenant à Fancy, « la lettre. » De sa vie, la pauvre fille n'avait éprouvé une terreur pareille. La colère de cet homme l'épouvantait. Elle comprenait qu'il était hors de lui, qu'elle était entre ses mains, à sa merci,
qu'elle pouvait être brisée, et cependant elle se débattait encore. « Vous m'avez fait mal, murmurait-elle, essayant la puissance de ses larmes. Bien mal. Je ne vous ai cependant rien fait. Il lui reprit les poignets, et se penchant sur elle jusqu'à effleurer son visage. Une dernière fois, dit-il. Cette lettre. Donne-la-moi, ou je la prends de force. Résister plus longtemps était folie. Par bonheur, elle n'eut pas l'idée de crier. On serait venu, et peut-être en était-ce fait d'elle. Lâchez-moi, répondit-elle. Vous allez la voir. Il la lâcha, restant debout, devant elle, pendant qu'elle fouillait dans toutes ses poches. Ses cheveux, dans la lutte, s'étaient dénoués, sa collerette était déchirée. Elle était livide. Ses dents claquaient, mais ses yeux brillaient d'une audace et d'une résolution virile. Tout en paraissant chercher, elle murmurait « Attendez, la voilà. Non, c'est singulier, je suis pourtant sûre de la voir. Je la tenais il n'y a qu'un instant. » Et, tout à coup, d'un geste plus prompt que l'éclair, elle porta à sa bouche la lettre qu'elle avait roulée en boule, essayant de l'avaler. Elle ne le put, Sauvrezis lui serrait la gorge à l'étrangler. Elle râla, puis poussa un cri étouffé. « Ah !» Enfin, il était le maître de cette lettre. Il fut plus d'une minute à l'ouvrir, tant ses mains tremblaient. Pourtant, il l'ouvrit. Ah ! Ses soupçons étaient justes. Il ne s'était pas trompé. C'était bien l'écriture de Berthe. Il eut une sensation horrible, indescriptible, un vertige, puis une épouvantable commotion, la sensation d'un homme qui, d'une hauteur vertigineuse, serait précipité à terre et se rendrait compte de la chute et du choc. Il n'y voyait plus clair. Il avait comme un nuage rouge devant les yeux. Ses jambes se dérobaient sous lui. Il chancelait, et ses mains battaient l'air, cherchant un point d'appui. Un peu revenue à elle, Jenny l'épiait du coin de l'œil. Elle pensa qu'il allait tomber et s'élança pour le soutenir. Mais le contact de cette femme lui fit horreur. Il la repoussa. Qu'était-il arrivé? Il n'eût su le dire. Ah, il voulait lire cette lettre et il ne pouvait pas. Alors, il s'approcha de la table, se versa et but coup sur coup 2 grands verres d'eau. L'impression du froid le ranimait. Le sang qui tout à coup avait afflué à la tête reprenait son cours. Il y voyait. C'était un billet de 5 lignes. Il lut. « N'allez pas demain à Petit-Bourg, ou plutôt, revenez-en avant déjeuner. Il vient de me dire à l'instant qu'il lui faut aller à Melun et qu'il rentrera tard. Toute une journée. » Il, c'était lui. Cette autre maîtresse d'Hector, c'était sa femme. C'était Berthe. Pour le moment, il ne voyait rien au-delà. Toute pensée en lui était anéantie. Ses tempes battaient follement. Il entendait dans ses oreilles un bourdonnement insupportable. Il lui semblait que l'univers s'abîmait avec lui. Il s'était laissé tomber sur une chaise. De pourpre qu'il était, il était devenu livide. Le long de ses joues, de grosses larmes roulaient qui le brûlaient. En voyant cette douleur immense, ce désespoir silencieux, en voyant cet homme de cœur foudroyé, Jenny comprit l'infamie de sa conduite. N'était-elle pas la cause de tout? Le nom de la maîtresse d'Hector, elle l'avait deviné. En demandant une entrevue à Sauvrezis, elle se proposait bien de lui tout dire, se vengeant ainsi à la fois et d'Hector et de l'autre. Puis, à la vue de cet homme d'honneur, refusant de comprendre ses allusions, n'ayant pas l'ombre d'un soupçon, elle avait été saisie de pitié. Elle s'était dit que le plus cruellement puni, ce serait lui, et alors elle avait reculé, mais trop tard, mais maladroitement, et il lui avait arraché son secret. Elle s'était approchée de Sauvrezis et cherchait à lui prendre les mains. Il la repoussa encore. « Laisse-moi, disait-il. « Monsieur, pardon, je suis une malheureuse.
Je me fais horreur. Il se redressa, tout d'une pièce, revenant peu à peu au sentiment de l'affreuse réalité. Que me voulez-vous? Cette lettre, j'avais deviné. Il eut un éclat de rire navrant, sinistre, l'éclat de rire d'un fou. Dieu me pardonne, ma chère, fit-il. Vous avez osé soupçonner ma femme. Et pendant que Fancy balbutiait des excuses inintelligibles, il sortit son portefeuille et en retira tout ce qu'il contenait, 7 ou 8 billets de 100 francs qu'il posa sur la table. Prenez toujours ceci de la part d'Hector, dit-il. On ne vous laissera manquer de rien, mais croyez-moi, laissez-le se marier. Puis, toujours de ce même mouvement automatique qui terrifiait Miss Fancy, il prit son fusil qu'il avait posé dans un coin, ouvrit la porte et sortit. Ses chiens, restés dehors, se précipitèrent sur lui pour le caresser. Il les repoussa à coups de pied. Où allait-il? Qu'allait-il faire? Chapitre 18. Au brouillard du matin avait succédé une petite pluie fine, pénétrante, glaciale. Mais Sauverzy ne s'en apercevait pas. Il allait, la tête nue, dans la campagne, par les chemins de traverse, au hasard, sans direction, sans but. Il parlait haut, tout en marchant, s'arrêtait tout à coup, puis reprenait sa course, et des exclamations bizarres lui échappaient. Les paysans des environs qu'il rencontrait, et qui tous le connaissaient, se retournaient ébahis après l'avoir salué, et, le suivant des yeux, se demandaient si le maître du Valfeuillu n'était pas devenu fou. Il n'était pas fou, malheureusement. Foudroyé par une catastrophe inouïe qui l'atteignait en plein bonheur, son cerveau avait été pour un moment frappé de paralysie. Mais il recueillait une à une ses idées éparses, et avec la faculté de penser, la faculté de souffrir lui revenait. Il en est des crises morales comme des crises physiques. Aussitôt après un choc terrible qui fracture le crâne ou qui brise un membre, on ressent une douleur épouvantable, il est vrai, mais vague, mais indéterminée, et que suit un engourdissement plus ou moins prolongé. C'est plus tard qu'on éprouve véritablement le mal. Il va grandissant, redoublant d'intensité de minute en minute, poignant, intolérable, jusqu'au moment où il arrive à son apogée. Ainsi, chacune des réflexions de cet homme si malheureux augmentait sa mortelle angoisse. Quoi? C'était Berthe et Hector qui le trompaient, qui le déshonoraient? Elle, une femme aimée jusqu'à l'idolâtrie. Lui, son meilleur, son plus ancien ami. Une malheureuse qui l'avait arraché à la misère, qui lui devait tout. Un gentilhomme ruiné qui l'avait ramassé le pistolet sur la tempe et qui l'avait recueilli ensuite. Et c'est chez lui, sous son toit, que se tramait cette infamie sans nom. S'était-on assez joué de sa noble confiance? Avait-il été assez misérablement pris pour dupe? L'affreuse découverte empoisonnait non seulement l'avenir, mais encore le passé. Il eût voulu pouvoir rayer de sa vie, anéantir ces années écoulées près de Berthe, que la veille encore il appelait ses seules années de bonheur. Le souvenir de ses félicités d'autrefois emplissait son âme de dégoût, de même que la pensée que certains aliments soulèvent l'estomac. Mais comment cela s'était-il fait? Quand? Comment ne s'était-il aperçu de rien? 1000 détails lui revenaient à la mémoire, qui eussent dû l'éclairer s'il n'eût été frappé d'aveuglement. Il se rappelait, maintenant, certains regards de Berthe, certaines inflexions de voix qui étaient un aveu. Et dans toute cette histoire du mariage de Trémorel avec mademoiselle Courtois, s'était-on assez moqué de sa crédulité? Ainsi s'expliquaient, croyait-il, les hésitations d'Hector, ses enthousiasmes soudains, ses revirements. Ce projet, qui traînait depuis si longtemps, c'était un bandeau plus épais appliqué sur ses yeux. Par moments, il essayait de douter.
Il est de ces malheurs si grands qu'il faut plus que l'évidence pour qu'on y croie absolument. « Ce n'est pas possible, » murmurait-il. « Ce n'est pas possible. » Assis sur un tronc d'arbre renversé, au milieu de la forêt de Mauprévoir, il étudiait, pour la 10e fois depuis 4 heures, cette lettre fatale. « Elle prouve tout, » disait-il, « et elle ne prouve rien. » Et il relisait encore. « N'allez pas demain à Petit-Bourg. » Eh bien, n'avait-il pas été dans sa confiance imbécile jusqu'à dire maintes et maintes fois au comte de Trémorel « Je serai absent demain, reste donc pour tenir compagnie à Berthe ?» Cette phrase n'avait donc aucune signification positive. Mais pourquoi avoir ajouté « ou plutôt revenez-en avant déjeuner ?» Voilà qui décelait la crainte, c'est-à-dire la faute. Partir, revenir aussitôt, c'était prendre une précaution, aller au-devant d'un soupçon. Puis, pourquoi il, et non pas Clément? L'expression de ce mot est saisissante. Il, c'est l'être cher, l'adoré, ou le maître que l'on exècre. Pas de milieu. C'est le mari ou l'amant. Il n'est jamais un indifférent. Un mari est perdu le jour où sa femme, en parlant de lui, dit « il ». Mais quand Berthe avait-elle écrit ces 5 lignes? Un soir, sans doute, après qu'il s'était retiré dans la chambre conjugale. Il lui avait dit « Je vais demain à Melun », et aussitôt elle avait à la hâte griffonné ce billet et l'avait envoyé plié dans un livre à son amant. Son amant. Il prononçait ce mot tout haut, comme pour se l'apprendre, comme pour se bien convaincre de l'horrible réalité. Il disait « Ma femme, ma Berthe, a un amant ». L'édifice de son bonheur, qui lui avait paru solide à défier tous les orages de la vie, s'écroulait, et il restait là, éperdu, au milieu des décombres. Plus de bonheur, de joie, d'espérance, rien. Sur Berthe seule reposaient tous ses projets d'avenir. Son nom était mêlé à tous ses rêves, ou plutôt, elle était à la fois l'avenir et le rêve. Il l'avait tant aimée, qu'elle était devenue quelque chose de lui et qu'il ne pouvait se comprendre sans elle. Berthe perdue, il ne voyait aucun but vers lequel se diriger. Il n'avait plus de raison de vivre. Il sentait si bien que tout, en lui, était brisé qu'il eut l'idée d'en finir. Il avait son fusil, des balles, on attribuerait sa mort à un accident de chasse, et tout serait dit. Oui, mais eux. Ah, sans doute, continuant leur comédie infâme, ils feraient semblant de le pleurer, tandis qu'en réalité, leur cœur déborderait de joie. Plus de mari, plus de contraintes, de ruse, de frayeur. Son testament assurant toute sa fortune à Berthe, il serait riche. Et il vendrait tout, et il s'en irait gaiement s'aimer en liberté, bien loin, en Italie, à Venise, à Florence. Quant à son souvenir, à lui, pauvre mari trop confiant, il resterait pour eux le souvenir d'un être ridicule, qu'on trompe, qu'on bafoue et qu'on méprise. « Jamais !» s'écria-t-il, ivre de fureur. « Jamais ! Je veux me tuer, mais il faut auparavant que je me venge. » Mais il avait beau chercher, il ne trouvait aucun châtiment assez cruel, assez terrible. Quel supplice pouvait faire expier les effroyables tortures qu'il endurait? Il se dit que, pour mieux assurer sa vengeance, il lui faudrait attendre, et il se jura qu'il attendrait. Il se jura qu'il saurait feindre une inaltérable sécurité, qu'il saurait se résigner à tout voir, à tout entendre. Ma perfidie, pensait-il, égalera la leur. C'est qu'une duplicité savante était indispensable. Berthe était la finesse même, et elle était femme, au premier soupçon que son mari se doutait de quelque chose, à fuir avec son amant.
Hector, maintenant, ne possédait-il pas, grâce à lui, tout près de 400 000 francs? Cette idée qu'il pourrait échapper à sa vengeance lui rendit, avec son énergie, toute la lucidité de son esprit. Alors, seulement, il songea au temps écoulé, à la pluie qui tombait à torrents, à l'état de ses vêtements. « Bast, pensa-t-il, j'arrangerai une histoire selon ce qu'on me dira. » Il n'était guère qu'à 1 lieue de chez lui, mais il lui fallut, à lui, excellent marcheur, plus d'1 heure et demie pour faire 7 lieues. Il était brisé, anéanti, il se sentait glacé jusque dans la moelle des os. Mais lorsqu'il rentra au Val-Feuillu, il avait réussi à reprendre son visage habituel, sa gaieté qui exprimait si bien sa sécurité parfaite. On l'avait attendu, mais il ne put prendre sur lui, en dépit de ses serments, de s'asseoir à table entre cet homme et cette femme, ses 2 plus cruels ennemis. Il déclara qu'ayant pris froid, il ne se sentait pas bien et allait se mettre au lit. Vainement, Berthe insista pour qu'il avalât au moins un bol de bouillon bien chaud avec un verre de Bordeaux. « Sérieusement, fit-il, je ne me sens pas bien. » Lorsque Sauvrezis se fut retiré. « Avez-vous remarqué, Hector ?» demanda Berthe. « Quoi ? Mon mari a quelque chose d'extraordinaire. »« C'est fort possible. Après être resté toute la journée sous la pluie. »« Non. Son œil avait une expression que je ne lui connais pas. »« Il m'a semblé à moi fort gai, comme toujours. »« Hector, mon mari a un soupçon. »« Lui ? Ah ! Le pauvre cher ami. Il a bien trop confiance en nous pour songer à être jaloux. »« Vous vous trompez, Hector. Il ne m'a pas embrassée en rentrant, et c'est la première fois depuis notre mariage. » Ainsi, pour son début, il avait commis une faute. Il l'avait fort bien senti, mais embrasser Berthe, en ce moment, était au-dessus de ses forces. Cependant, il était beaucoup plus souffrant qu'il ne l'avait dit et qu'il ne l'avait cru surtout. Lorsque sa femme et son ami montèrent à sa chambre, après le dîner, ils le trouvèrent grelottant sous ses couvertures, rouge, le front brûlant, la gorge sèche, les yeux brillants d'un éclat inquiétant. Bientôt une fièvre terrible le prit, accompagnée d'un affreux délire. On envoya chercher un médecin qui, tout d'abord, déclara qu'il ne pouvait répondre de lui. Le lendemain, il était au plus mal. De ce moment, le comte de Trémorel et madame Sauvrezis firent preuve du plus admirable dévouement. Pensait-il ainsi racheter quelque chose de leur crime ? C'est douteux. Ils cherchaient, plus vraisemblablement, à en imposer à l'opinion publique, tout le monde s'intéressant à l'état de Sauvrezis. Toujours est-il qu'ils ne le quittèrent pas une minute, passant les nuits à tour de rôle à son chevet. Et certes, le veiller était pénible. Le délire, un délire furieux, ne le quittait pas. À 2 ou 3 reprises, il fallut employer la force pour le maintenir dans son lit. Il voulait se jeter par la fenêtre. Le 3e jour, il eut une fantaisie singulière. Il ne voulait pas absolument rester dans sa chambre. Il criait comme un fou. « Emportez-moi d'ici ! Emportez-moi d'ici !» Sur les conseils du médecin, on se rendit à ses désirs, et on lui dressa un lit dans le petit salon au rez-de-chaussée qui donne sur le jardin. Mais la fièvre ne lui arracha pas un mot ayant trait à ses soupçons. Peut-être, ainsi que l'a indiqué Bichat, une ferme volonté peut-elle régler jusqu'au délire. Enfin, le 9e jour, dans l'après-midi, la fièvre céda. Sa respiration haletante devint plus calme. Il s'endormit. Il avait toute sa raison lorsqu'il se réveilla. Ce fut un moment affreux. Il lui fallait, pour ainsi dire, rapprendre son malheur. Il crut d'abord que c'était le souvenir d'un cauchemar odieux qui lui revenait. Mais non, il n'avait pas rêvé. Il se rappelait l'hôtel de la Belle Image, Miss Fancy, les bois de Mauprévoir et la lettre. Qu'était-elle devenue, cette lettre ? Puis, comme il avait la certitude vague
d'une maladie grave, d'accès de délire, il se demandait s'il n'avait pas parlé. Cette inquiétude l'empêcha de faire le plus léger mouvement, et c'est avec des précautions infinies, doucement, qu'il se risqua à ouvrir les yeux. Il était 11 heures du soir, tous les domestiques étaient couchés. Seuls Hector et Berthe veillaient. Ils lisaient un journal. Elle travaillait à un ouvrage de crochet. À leur calme physionomie, Sauvrezis comprit qu'il n'avait rien dit. Mais pourquoi était-il dans cette pièce? Il fit un léger mouvement, et aussitôt Berthe se leva et vint à lui. « Comment te trouves-tu, mon bon Clément ?» demanda-t-elle, en l'embrassant tendrement sur le front. « Je ne souffre pas. »« Vois, pourtant, les suites d'une imprudence. »« Depuis combien de jours suis-je malade ?»« Depuis 8 jours. »« Pourquoi m'a-t-on porté ici ?»« C'est toi qui l'as voulu. » Trémorel, à son tour, s'était approché. « Et bien voulu, même, » affirma-t-il. « Tu refusais de rester là-haut, tu t'y démenais comme un diable dans un bénitier. »« Ah !»« Mais ne te fatigue pas, » reprit Hector. « Rendors-toi et demain tu seras guéri. Et bonne nuit, je vais me coucher bien vite pour venir relever ta femme demain à 4 heures. » Il se retira, et Berthe, après avoir donné à boire à son mari, regagna sa place. « Quel ami incomparable que monsieur de Trémorel !» murmurait-elle. Sauvrezis ne répondit pas à cette exclamation si affreusement ironique. Il avait refermé les yeux. Il faisait semblant de dormir et songeait à la lettre. Qu'en avait-il fait? Il se rappelait fort bien l'avoir pliée soigneusement et serrée dans la poche du côté de son gilet. Il lui fallait cette lettre. Tombée aux mains de sa femme, elle compromettait sa vengeance, et elle pouvait y tomber d'un moment à l'autre. C'était miracle que son valet de chambre ne l'eût pas posée sur la cheminée comme il faisait de tous les objets qu'il trouvait dans ses poches. Il songeait au moyen de la ravoir, à la possibilité de monter à sa chambre où devait se trouver son gilet, lorsque doucement Berthe se leva. Elle vint au lit et murmura bien bas. « Clément, Clément !» Il n'ouvrit pas les yeux, et, persuadée qu'il dormait, légère, sur la pointe des pieds, retenant son souffle, elle sortit. « Ah, la misérable !» fit Sauvrezis. « Elle va rejoindre son amant. » En même temps, avec l'idée de se venger, la nécessité de rentrer en possession de la lettre se présentait à son esprit, plus poignante, plus impérieuse. « Je puis, pensait-il, gagner ma chambre sans être vu par le jardin et l'escalier de service. Elle me croit endormie. Je serai revenu et couché avant son retour. » Aussitôt, sans se demander s'il n'était pas trop faible pour risquer le trajet, sans s'inquiéter du danger qu'il courait à s'exposer au froid, il se jeta à bas de son lit, passa une robe de chambre déposée sur une chaise et, les pieds nus dans ses pantoufles, il se dirigea vers la porte. Il se disait « Si on vient, si on me rencontre, je mettrai tout sur le compte du délire. » La lampe du vestibule était éteinte. Il eut quelque peine à ouvrir la porte. Il y réussit, cependant, et descendit dans le jardin. Le froid était intense et il était tombé de la neige. Le vent agitait lugubrement les branches des arbres durcis par la gelée. La façade de la maison était sombre. Une seule fenêtre était éclairée, celle du comte de Trémorel, et elle l'était vivement, par une lampe sans abat-jour et par un grand feu clair. Sur les rideaux de fine mousseline se dessinait très nettement, avec les contours les plus précis, l'ombre d'un homme, l'ombre d'Hector. Il était debout devant la croisée, le front appuyé contre une vitre. Instinctivement, Sauvrezis s'arrêta pour regarder cet ami, qui dans sa maison était comme chez lui, et qui, en échange de la plus fraternelle des hospitalités, apportait le déshonneur, le désespoir, la mort. Quelle réflexion le clouait à cette fenêtre?
le regard perdu dans les ténèbres. Songeait-il à l'infamie de sa conduite? Mais il eut un mouvement brusque. Il se retourna comme s'il eût été surpris par quelque bruit insolite. Qu'était-ce? Sauvrezis ne le sut que trop. Une seconde ombre se dessina sur le léger rideau, l'ombre d'une femme, l'ombre de Berthe. Et lui qui s'efforçait de douter quand même. Des preuves nouvelles lui arrivaient sans qu'il les eût cherchées. Quelle raison l'amenait dans cette chambre à cette heure? Elle parlait avec une certaine animation. Il lui semblait entendre cette voix pleine et sonore, tantôt timbrée comme le métal, tantôt molle et caressante, et qui faisait vibrer en lui toutes les cordes de la passion. Il revoyait ces yeux si beaux qui avaient régné despotiquement sur son cœur et dont il pensait connaître si bien toutes les expressions. Mais que faisait-elle? Sans doute elle était venue demander quelque chose à Hector. Il le lui refusait. Et voici qu'elle le priait. Oui, elle le priait, et Sauvrezis le devinait bien au geste de Berthe, qui nettement se reproduisait sur la mousseline, comme le spectre noir des ombres chinoises sur le papier huilé. Il connaissait si bien ce geste ravissant de supplication qui lui était familier, quand elle désirait obtenir quelque chose. Elle levait ses deux mains jointes à la hauteur de son front, inclinait la tête, fermant à demi les yeux pour en redoubler l'éclat. Quelle langueur voluptueuse avait sa voix quand elle disait « Dis, mon bon Clément, tu veux bien, n'est-ce pas? Tu veux bien ?» Et c'est pour un autre homme qu'elle avait ce geste charmant, ce regard, ces intonations. Sauvrezis fut obligé de s'appuyer à un arbre pour ne pas tomber. Évidemment, Hector lui refusait ce qu'elle souhaitait. Elle agitait maintenant l'index relevé de la main droite, avec des mouvements mutins, hochant la tête d'un air de bouderie. Elle devait lui dire « Tu ne veux pas? Tu vois, tu ne veux pas. » Cependant, elle revenait à la prière. « Ah !» pensait Sauvrezis, « il sait résister à une prière de sa bouche. Je n'ai jamais eu ce courage, moi. Il peut garder sa raison, son sang-froid, sa volonté, quand elle le regarde. Je ne lui ai jamais dit non, moi, ou plutôt, je n'ai jamais attendu qu'elle me demandât rien. J'ai passé ma vie à épier ses moindres fantaisies pour les prévenir. Peut-être est-ce là ce qui m'a perdu. » Hector s'obstinait, et Berthe, peu à peu, s'animait. Elle devait être en colère. Elle reculait, étendant le bras, le buste en arrière. Elle le menaçait. Enfin, il était vaincu. De la tête, il fit « oui ». Alors elle se précipita, elle se jeta sur lui, les bras ouverts, et les deux ombres se confondirent en une longue étreinte. Sauvrezis ne put retenir un cri terrible qui se perdit au milieu des mugissements du vent. Il avait demandé une certitude. Il l'avait. La vérité éclatait, indiscutable, évidente. Il n'avait plus à rien chercher. Maintenant, rien. Que le moyen de punir sûrement, terriblement. Berthe et Hector causaient amicalement. Elle, appuyée contre sa poitrine, lui, baissant la tête par moments pour embrasser ses beaux cheveux. Sauvrezis comprit qu'elle allait descendre, qu'il ne pouvait songer à aller chercher la lettre, et en toute hâte, il rentra, oubliant, tant il redoutait d'être surpris, de remettre les verrous à la porte du jardin. Ce n'est qu'une fois arrivé dans sa chambre qu'il s'aperçut qu'il était resté dans la neige. Même il gardait quelques gros flocons à ses sandales, et elles étaient toutes mouillées. Vivement, il les lança sous le lit, tout au fond, et se recoucha, faisant semblant de dormir. Il était temps, Berthe rentrait. Elle s'approcha de son mari, et croyant qu'il ne s'était pas réveillé, elle revint prendre sa broderie près du feu. Elle n'avait pas fait 10 points que Trémorel reparut. Il n'avait pas pensé à monter son journal, et revenait le chercher. Il semblait inquiet.
« Êtes-vous sortie, ce soir, madame ?» lui demanda-t-il, de cette voix chuchotante qu'on prend involontairement dans la chambre des malades. « Non. »« Tous les domestiques sont bien couchés. »« Je le suppose, du moins. Mais pourquoi ces questions ?»« C'est que depuis que je suis montée, c'est-à-dire depuis moins d'une demi-heure, quelqu'un est allé dans le jardin et est rentré. » Berthe le regarda d'un air singulièrement inquiet. « Êtes-vous sûr de ce que vous dites ?»« Parfaitement. Il y a de la neige, et la personne qui est sortie en a rapporté à ses chaussures. Cette neige, tombée sur les dalles du vestibule, a fondu. » Madame Sauvrezy prit brusquement la lampe, interrompant Hector. « Venez, dit-elle. » Trémorel ne s'était pas trompé. On voyait çà et là de petites flaques d'eau très apparentes sur les carreaux noirs. « Peut-être cette eau est-elle là depuis assez longtemps ?» hasarda Berthe. « Non, il n'y avait rien tout à l'heure. J'en mettrai ma main au feu. Et d'ailleurs, voyez, là, tenez, il y a encore un peu de neige qui n'a pas fondu. » « C'est sans doute un domestique. » Hector était allé examiner la porte. « Je ne le crois pas, » répondit-il. « Un domestique aurait remis les verrous et, vous le voyez, ils sont tirés. C'est cependant moi qui, ce soir, ai fermé la porte, et je me rappelle parfaitement les avoir poussés. »« C'est extraordinaire. » « Et de plus, remarquez-le, les traces d'eau ne vont pas plus loin que la porte du salon. » Ils restèrent silencieux, palpitants, échangeant des regards pleins d'anxiété. La même pensée terrifiante leur venait à tous deux. Si c'était lui. Mais pourquoi serait-il allé au jardin? Ce ne pouvait être pour les épier. Il ne songeait pas à la fenêtre. « Ce ne peut être Clément, dit enfin Berthe. Il dormait lorsque je suis sortie, et il dort encore maintenant du sommeil le plus calme et le plus profond. » Penché sur son lit, Sauvrezy écoutait ceux qui étaient devenus ses ennemis les plus abhorrés. Il maudissait son imprudence, comprenait bien qu'il n'était pas fait pour les machinations perfides. Pourvu, pensait-il, qu'il n'ait pas l'idée de visiter ma robe de chambre et de chercher mes sandales. Heureusement, cette idée si simple ne leur vint pas, et ils se séparèrent après avoir tout fait pour se rassurer mutuellement. Mais chacun, au fond de son âme, emportait un doute poignant. Cette nuit-là même, Sauvrezy eut une crise affreuse. Après cette lueur de raison, le délire, cette hôte terrible, emplit de nouveau son cerveau de ses fantômes. Le docteur R, le lendemain matin, le déclara plus en danger que jamais, à ce point qu'il expédia une dépêche à Paris pour prévenir de son absence, et annonça qu'il allait rester 2 ou 3 jours au Val-Feuillu. Le mal redoublait de violence, mais sa marche devenait de plus en plus certaine. Les symptômes les plus contradictoires se produisaient. C'était chaque jour un phénomène nouveau, déconcertant toutes les prévisions des médecins. C'est qu'aussitôt que Sauvrezy avait une heure de rémission, il revoyait l'abominable scène de la fenêtre, et le mieux s'envolait. Il ne s'était d'ailleurs pas trompé. Berthe avait, ce soir-là, une grâce à demander à Hector. Le maire d'Orcival devait, le surlendemain, se rendre à Fontainebleau avec toute sa famille, et il avait proposé au comte de Trémorel de l'accompagner. Hector avait accepté l'offre avec empressement. On devait atteler à une grande voiture de chasse 4 chevaux qu'il conduirait à grande guide. Monsieur Courtois ayant, et avec raison, la plus grande confiance en son habileté. Or, Berthe, qui ne pouvait tolérer cette idée, qu'il passerait toute une journée avec Laurence, venait le conjurer de se dégager. Il ne manquait pas, elle le lui prouvait, de prétextes excellents. Était-il convenable qu'il s'en allât en partie de plaisir pendant que l'existence de son ami était en péril? Il ne voulait pas absolument, d'abord. Mais à force de prières et surtout de menaces, elle le décida, et elle ne descendit qu'après
qui lui eût juré qu'il écrirait le soir même une lettre d'excuse à M. Courtois. Il tint sa parole, mais il finissait par être excédé de cette tyrannie. Il était là d'immoler sans cesse sa volonté, de sacrifier sa liberté à ce point qu'il ne pouvait rien projeter, rien dire, rien promettre, avant d'avoir consulté l'œil clair de cette femme jalouse qui ne permettait pas qu'il s'écartât du cercle de ses jupons. De plus en plus, la chaîne devenait lourde et le meurtrissait, et il commençait à comprendre qu'elle ne se délirait pas seule, à la longue, mais que, tôt ou tard, il lui faudrait la briser. Il n'avait jamais aimé Berthe, ni Fancy, ni personne probablement, et il aimait la fille du maire d'Orcival. Le million qui devait former sa couronne de mariée avait commencé par l'éblouir, mais peu à peu il avait subi le charme pénétrant qui s'exhalait de la personne de Laurence. Il était séduit, lui, le viveur blasé, par tant de grâce, tant d'innocence naïve, par tant de candeur et de beauté, si bien qu'il eût épousé Laurence pauvre, comme Sauvrezy avait épousé Berthe. Mais cette Berthe, il la redoutait trop pour la braver ainsi tout à coup, et il se résigna à attendre encore, à ruser. Dès le lendemain de la scène au sujet de Fontainebleau, il se déclara souffrant, attribuant son malaise au manque d'exercice, et tous les jours il monta à cheval 2 ou 3 heures. Il n'allait pas bien loin. Il allait jusque chez M. Courtois. Berthe, tout d'abord, n'avait rien vu de suspect à ces promenades du comte de Trémorel. Il sortait à cheval, et cela la rassurait, comme certains maris qui se croient à l'abri de tout malheur parce que leurs femmes ne se promènent qu'en voiture. Mais après quelques jours, l'examinant mieux, elle crut découvrir en lui une certaine satisfaction intime qu'il s'efforçait de voiler sous une contenance fatiguée. Il avait beau faire, il se dégageait de toute sa personne comme un rayonnement de bonheur. Elle eut des doutes, et ils grandirent à chaque sortie nouvelle. Les plus tristes conjectures l'agitaient tant qu'Hector était absent. Où allait-il ? Probablement rendre visite à cette Laurence qu'elle redoutait et détestait. Ses pressentiments de maîtresse jalouse ne la trompaient pas, elle le vit bien. Un soir, Hector reparut, portant à sa boutonnière une branche de bruyère que Laurence elle-même y avait passée et qu'il avait oublié de retirer. Berthe prit doucement cette fleur, l'examina, la flaira, et se contraignant à sourire alors qu'elle endurait les plus cruels déchirements de la jalousie. « Voici, dit-elle, une charmante variété de bruyère. »« C'est ce qu'il m'a semblé, » répondit Hector d'un ton dégagé, bien que je ne m'y connaisse pas. « Y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander qui vous l'a donnée ? » ?»« Aucune. C'est un cadeau de notre cher juge de paix, le père Planta. » Tout Orcival savait parfaitement que, de sa vie, le juge de paix, ce vieil horticulteur maniaque, n'avait donné une fleur à qui que ce fût, sauf à mademoiselle Courtois. La défaite était malheureuse, et Berthe ne pouvait en être dupe. « Vous m'aviez promis, Hector, commença-t-elle, de cesser de voir mademoiselle Courtois, de renoncer à ce mariage. » Il essaya de répondre. « Laissez-moi parler, fit-elle. Vous vous expliquerez après. Vous avez manqué à votre parole. Vous vous êtes joué de ma confiance. Je suis folle de m'en étonner. Seulement, aujourd'hui, après mûre réflexion, je viens vous dire que vous n'épouserez pas mademoiselle Courtois. » Aussitôt, sans attendre sa réplique, elle entama l'éternelle litanie des femmes séduites ou qui prétendent l'avoir été. Pourquoi était-il venu ? Elle était heureuse dans son ménage avant de le connaître. Elle n'aimait pas Sauvrezy, il est vrai, mais elle l'estimait. Il était bon pour elle. Ignorant les félicités divines de la passion vraie, elle ne les désirait pas. Mais il s'était montré, et elle n'avait pas su résister à la fascination. Pourquoi avait-il abusé de ce que, irrésistiblement, elle se sentit entraînée vers lui ? Et maintenant, après l'avoir perdu, il prétendait se retirer, en épouser une autre,
lui laissant pour souvenir de son passage la honte et le remords d'une faute abominable. Trémorel l'écoutait, abasourdi de son audace. C'était à n'y pas croire. Quoi ? Elle osait prétendre que c'était lui qui avait abusé de son inexpérience, quand, au contraire, la connaissant mieux, il avait été parfois épouvanté de sa perversité. Telle était la profondeur de la corruption qu'il découvrait en elle, qu'il se demandait s'il était son premier amant ou le 20e. Mais elle l'avait si bien poussé à bout, elle lui avait si rudement fait sentir son implacable volonté, qu'il était décidé à tout plutôt que de subir davantage ce despotisme. Il s'était promis qu'à la première occasion, il résisterait. Il résista. « Eh bien, oui, déclara-t-il nettement. Je vous trompais. Je n'ai pas d'avenir. Ce mariage m'en assure un. Je me marie. » Et il reprit tous ses raisonnements passés, jurant que moins que jamais il aimait Laurence, mais que de plus en plus il convoitait l'argent. « La preuve, continuait-il, c'est que si demain vous me trouviez une femme ayant 1200 000 francs au lieu d'1 million, je l'épouserais préférablement à mademoiselle Courtois. » Jamais elle ne lui aurait cru tant de courage. Il y avait si longtemps qu'elle le pétrissait comme la cire molle que cette résistance inattendue la déconcerta. Elle était indignée, mais en même temps elle éprouvait cette satisfaction malsaine qui délecte certaines femmes lorsqu'elles rencontrent un maître qui les bat, et son amour pour Trémorel, qui allait faiblissant, reprenait une nouvelle énergie. Puis il avait trouvé cette fois des accents pour la convaincre. Elle le méprisait assez pour le supposer très capable de se marier uniquement pour de l'argent. Quand il eut terminé, « C'est donc bien vrai, lui dit-elle. Vous ne tenez qu'au million ? Je vous l'ai juré 100 fois. Vous n'aimez vraiment pas Laurence ? Berthe m'a bien aimé. Je n'ai jamais aimé. Je n'aimerai jamais que vous. Il pensait qu'ainsi, berçant Berthe de paroles d'amour, il parviendrait à l'endormir jusqu'au jour de son mariage. Et une fois marié, il se souciait bien, vraiment, de ce qui adviendrait. Que lui importait Sauvresi ? La vie de l'homme fort n'est qu'une suite d'amitiés brisées. Qu'est-ce, en somme, qu'un ami ? Un être qui peut et doit vous servir. L'habileté consiste précisément à rompre avec les gens le jour où ils cessent de vous être utiles. De son côté, Berthe réfléchissait. « Écoutez, dit-elle enfin à Hector, je ne saurais, là, froidement, me résigner au sacrifice que vous exigez. De grâce, laissez-moi quelques jours encore pour m'habituer au coup terrible. Attendez, vous me devez bien cela. Laissez Clément se rétablir. » Il n'en revenait pas de la voir si facile et si douce. Qui se serait attendu à de telles concessions si aisément obtenues ? L'idée d'un piège ne lui venait pas. Dans son ravissement, il eut un transport d'enthousiasme qui eût pu éclairer Berthe, mais qui passa inaperçu. Il lui prit la main et l'embrassa avec transport en disant « Ah, vous êtes bonne, et vous m'aimez vraiment.